Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Donc, si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner parce qu'ici on poste des histoires mystiques tous les jours à 12h00 sur YouTube. On va rapidement commencer avec la première histoire. Surtout, liker, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Première histoire. Bonjour DMG, bonjour les histoires mystiques, bonjour à toute la communauté et à toute personne qui nous suit en ce net moment en fait. Je voulais raconter une histoire qui se passe à Pointe-Noire au Congo, en République du Congo. Donc, je serai un peu bref. L'histoire se passe dans un hôpital de la place. Voilà, il y a une maman d'une certaine ethnie dont je vais taire le nom pour éviter les polémiques et tout ça. Il y a une maman qui était malade, très malade. En tout cas, extrêmement malade. Elle était malade et tout et tout. Elle a mis du temps dans sa maladie, on l'a hospitalisée, elle a fait 1 mois d'hospitalisation, elle est rentrée dans le coma et elle est décédée. Le jour de son décès, toute la famille était présente. Elle était dans une salle commune, dans la salle il y avait, je crois, 6 lits. Elle se situait dans le lit du fond. Donc quand elle décède et tout, sa famille a commencé à pleurer, les gens ont commencé à pleurer et tout et tout et tout. Les gens pleuraient en dialecte et tout machin. Et subitement, à la grande surprise de tout le monde, des spectateurs, vu que c'était une salle commune où il y avait des malades, il y avait des gardes malades, il y avait des visiteurs aussi. Et subitement, les parents de la dame ont commencé à frapper la dame. Ont commencé à gifler le cadavre de la dame. En parlant en langue vernaculaire, bien sûr, de laisser le truc qu'elle a, parce que le truc appartient à la famille, le truc ne l'appartient pas. Les parents l'ont demandé de laisser le truc qu'elle a, le truc ne t'appartient pas. Ils ont commencé à gifler le cadavre, je vous dis. Laisse le truc, tu ne dois pas partir avec le truc de la famille. Il s'avère que la dame en question, socialement, elle était quand même assez aisée en fait. Donc c'est elle qui aidait la famille et tout, mais elle est décédée. Par rapport à ce que j'ai compris, elle est décédée et elle avait la chance de la famille ou quelque chose du genre que les autres revendiquaient. Donc les infirmières ont appelé l'ambulance, le corbillard plutôt, parce que la morgue est de l'autre côté. Le corbillard est arrivé, la famille a donné l'argent au chauffeur du corbillard de repartir, de revenir 1 heure du temps après. Parce qu'il y a quelque chose que la famille devait récupérer dans le corps de leur sœur décédée et tout. Donc ils ont commencé à gifler le corps. Non, il faut donner le truc, ça t'appartient pas, le truc appartient à la famille, il faut le donner, faut le donner. Pendant que d'autres giflaient, il y a d'autres qui pleuraient. Donc il y avait il y avait de l'embrouillement dans la salle et tout. Maintenant il y avait un oncle qui était assis au chevet. Pendant que les femmes se lamentaient à pleurer, à crier, à gifler le corps, tout l'homme était là concentré. Maintenant, quelques minutes après, le cadavre a bavé. Quand le cadavre a bavé, l'oncle qui était là au chevet, il a sorti une pochette de sa poche, il a essuyé la bave du cadavre. Dans l'embrouillement, il y a certains qui n'ont pas suivi et tout machin. Il y a certains qui ont vu, mais qui ont trouvé ça normal. Et l'oncle prend la pochette qu'il remet dans sa poche. Donc les autres continuent à gifler et tout. L'oncle se lève et l'oncle sort de la salle. Ils ont commencé à gifler le corps, ils ont continué à gifler le corps, ils ont continué à pleurer et ainsi de suite, etc. Maintenant, il y a une femme dans la salle qui était une garde malade, qui était de l'autre côté sur un autre lit et tout, qui a demandé à la famille d'arrêter de pleurer. La dame a dit que vous êtes tous des aveugles parce que l'oncle qui était là au coin, c'est lui qui a récupéré tout ce que vous réclamez. Donc là, il n'y a plus rien.
Vous savez, DMG, nous, on était là comme des spectateurs. C'est-à-dire que c'était comme si on vivait un rêve, en fait. Donc, le temps qu'il sorte pour rattraper l'oncle, c'était trop tard. L'oncle était parti, il a pris le taxi, voilà, injoignable, machin, tout ça. Donc, pour vous dire que, voilà, en Afrique, il y a des histoires très, 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 très controversées. Si tu n'es pas africain, en tout cas, pour y croire, c'est impossible, en fait. C'est un peu l'histoire que je voulais vous conter aujourd'hui. Et voilà. Bonne soirée à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Commentez, likez, partagez afin que la communauté puisse s'agrandir et qu'un bon nombre de personnes soient sensibilisées. Merci. Voilà DMG, aujourd'hui je te viens avec une petite histoire, une courte histoire. C'est quelque chose que j'ai vécu lorsque j'étais en formation professionnelle. Voilà. Vous savez que dans les formations professionnelles, très souvent, la plupart des filles, des femmes qui viennent sont des personnes qui ont déjà une certaine stabilité financière pour certains, une certaine situation, pas la stabilité, mais une certaine situation financière qui leur permet d'être autonomes. Voilà, donc je me retrouve en formation pour une certaine filière et dans ma salle de classe, de cours du soir, il y a toujours des groupes de filles. Il y a un groupe de filles qui se crée. Ce sont les filles qui se font remarquer le plus dans nos filières. Voilà. Dans nos filières en cours du soir, ce sont elles, voilà quoi. Les filles qui tapent à l'œil, les filles qui possèdent tout, celles qui ont les derniers cris de téléphone, celles qui après les cours sont toujours voilà, embarquées par des véhicules qui les attendent pour aller dans des diverses sorties, voilà quoi. Et moi, dans tout l'eau, je suis du genre un peu, voilà, je suis un peu réservée. Déjà que naturellement, j'aime pas trop, voilà, j'aime pas trop m'afficher. Donc, je me contente de venir prendre mes cours, voilà, et tout ça. Et dans la foulée, les filles constatent que je m'en sors plutôt bien dans nos matières principales, quoi, parce qu'on a toujours des matières de base. Donc, dans nos matières de base, je m'en sors plutôt bien. Et là, les filles commencent à vouloir faire ami-ami avec moi pour pouvoir se faire aider là où elles sont coincées. Naturellement, nous les femmes, l'amitié, on ne refuse pas toujours. Naturellement, je ne les repousse pas, je les laisse venir vers moi. Et c'est comme ça que une particulièrement s'attache vraiment à moi. Elle s'attache sérieusement. Elle fait tout en fait pour s'attacher à moi. Elle prend mon numéro. Elle cherche à savoir où j'habite pour venir travailler les week-ends. Moi, tant qu'il s'agit d'école, je refuse pas. Et voilà. Elle commence à se détacher du reste de la bande. Je comprends même rien. Elle se détache petit à petit, du reste de la bande. Et puis, paf, elle se retrouve avec moi. En deuxième année, en fait, elle se retrouve carrément avec moi. C'est genre celle qui est toujours là à prendre de mes nouvelles. Quand je viens pas, elle m'appelle. Ben, pourquoi je t'ai pas vu? Si je dis je suis souffrante, elle débarque à la maison, elle vient me rendre visite. Elle m'apporte les cours. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'un jour, pendant qu'on bavardait, on était déjà en fin d'année, on passait l'examen principal. Pendant qu'on était en train de bavarder de tout et de rien, et l'une des filles qui était dans sa bande passe devant nous et nous dit bonjour, on rigole un peu. Et après, continue sa route. Et voilà, dans la foulée, l'une qui était avec nous balance. Ah ben tiens, je vais donner un nom d'emprunt. Tiens, Martha, c'est toujours son fond de teint bien appliqué. Et elle rigole. Je dis, ben qu'est-ce qui te fait rigoler? C'est vrai en plus. Elle met toujours son fond de teint, c'est bien mis et tout ça. Elle fait, vous pensez que tous les fonds de teint sont des fonds de teint? Et après, c'est tu. Bon, comme on est avec d'autres. Et quand elle et moi se retrouvent à deux, moi étant aussi curieuse, je reviens sur la chose, je dis, tu as dit quelque chose tout à l'heure là, tous les fonds de teint ne sont pas des fonds de teint, ça veut dire quoi? Elle m'a dit, bon, tu sais, à l'époque, on marchait ensemble, je vais te le dire. Une fois, j'ai voulu prendre son fond de teint pour l'appliquer, pour me remaquiller, parce qu'on avait fait une sortie. Et c'est comme ça qu'elle m'a arraché ça. En fait, à l'instant même, l'autre a pris son fond de teint, elle a arraché. Elle a dit à l'autre, écoute, les éponges, ça ne se partage pas. Ça, c'est mon truc à moi. Je ne peux pas te partager ça. Si je te partage ça, ben, c'est moi qui suis dans la merde. Elle a pris la mis dans mon sac. Et le lendemain, l'autre insistait que pourquoi tu m'as arraché ton éponge? Dis-moi, tu caches quoi? Et c'est comme ça qu'elle a fait comprendre à l'autre que moi, j'ai mes choses à moi que je fais pour pouvoir être attirante. Et ce fond de teint que tu vois, que je mets, n'est pas un fond de teint qui est simple.
il est mixé avec certaines choses que je ne peux pas te dévoiler, afin que lorsque je parais quelque part, bah, je tape à l'œil, je suis attirante, voilà quoi. J'attire des hommes, mais surtout des hommes d'un certain calibre qui viennent vers moi. Voilà pourquoi tu me vois. Je suis aisée financièrement. Et celle a dit, ah ben, ok. Elle a dit, donc, faut pas y toucher parce que si tu touches, voilà quoi. Tu anéantis carrément mes choses parce que c'est personnel. Une éponge, elle est personnelle. Et là, je viens partager cet audio pour attirer l'avis de certaines filles qui ne savent pas s'acheter leurs effets. Apprenez à avoir vos effets personnels. Tu as ton fond de teint, tu as ton gloss ou je ne sais pas moi. Voilà, tu as ton crayon de beauté, en tout cas, tu as tes choses personnelles. Les filles, évitez. Oh, donne-moi d'abord ta crème. Donne-moi d'abord ton parfum. Donne-moi d'abord ton fond de teint. Non, non, évitez ça les filles. Ayez vos effets personnels. Les choses de donne-moi, il y en a qui, parfois, si on a demandé l'étoile de quelqu'un, elle peut même te donner. On a travaillé un fond de teint, on lui dit à travers le fond de teint, tu vas prendre l'étoile d'une personne. Elle peut te donner, toi tu vas voilà, te poudrer au visage, tu lui remets, tu lui as donné pour toi. Donc soyons vigilantes les filles. Une femme doit s'assumer. Une femme doit pouvoir prendre soin d'elle avec les moyens qu'elle a. Accroche ta chemise où ton bras peut arriver. Si tu n'as pas la possibilité de t'acheter un fond de teint L'Oréal, ne va pas mettre le fond de teint L'Oréal de cru que tu as mis. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Si tu ne peux pas t'acheter un parfum Givenchy, ne va pas prendre le parfum Givenchy de cru parce que tu ne sais pas ce qu'on a mis dedans. En même temps, si tu peux gâter les choses de cru comme ça, elle, c'était son mangement. C'était sa manière à elle de gagner sa vie. Comme elle a expliqué, alors je ne fais du mal à personne. C'est ma manière à moi de gagner ma vie. Voilà. J'ai les faveurs des hommes sans avoir à me donner à eux. C'était sa manière à elle de gagner sa vie. Donc, voilà quoi. Les filles, soyez prudentes, soyez vigilantes. Pas parce que tu marches avec quelqu'un, même les vêtements, évitez. Parce que j'ai une petite histoire concernant les échanges des vêtements là. Prochainement, je vais raconter cette histoire. Donc, évitez les filles. En tout cas, dans tous les cas, évitez chaussures, vêtements, maquillage, perruques. Ayez vos effets personnels. Le dehors est mauvais. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec leurs choses aujourd'hui. Il y a des filles que j'entends aujourd'hui qui ont vu leur vie basculer à cause d'emprunter des perruques. Elles se sont chopées des maladies. Voilà quoi, mystiquement, elles se sont chopées des mauvais esprits. On leur a piqué leurs étoiles à cause d'emprunter des perruques, à cause d'emprunter des chaussures. Il y en a qui ont vu leur vie stagner. Donc les filles, soyez vigilantes. Merci encore. Bonne continuité d'MG. Que Dieu te protège toujours. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. DMG, bonjour. Rebonjour la famille. Merci de liker cette vidéo et de partager. Voilà, je vous raconte cette histoire. Là, ça s'est passé dans mon village. J'étais toute petite. Et c'est ma mère qui est venue encore. On en a parlé hier. On a discuté. On a beaucoup rigolé sur ça. Bon, maintenant, on en rit, mais à l'époque, c'était pas vraiment rigolo. Donc, ce qui s'était passé, c'est que quand j'étais petite, dans mon village, le village de ma mère, on partait à l'école du village et on traversait tout le village. Le village était tellement grand. Donc, mes grands-parents habitaient au milieu du village. Et donc, il y avait les autres enfants qui venaient d'en haut. Et l'école se trouvait en bas, en aval. Donc, on descendait du village. On faisait quelques kilomètres à pied. Donc, c'était après le village. Donc, il y avait la brousse. Et puis après on arrivait à l'école. Et donc, il y avait à quelques pâtés de maison de chez mes grands-parents, il y avait un monsieur qui avait un cercueil dans sa maison. Comment on l'avait su? C'est qu'un jour, on a mon cousin, que je vais appeler ici Joe. Joe, c'était un enfant qui était vachement agité. Il était tellement agité qu'il était insupportable. Et c'est lui qui nous avait raconté ça parce que, bon, en passant devant cette maison, déjà le monsieur, on ne le voyait pas beaucoup. C'était un monsieur qui était d'un certain âge, et donc c'était un vieillard. Donc à un moment, il était souvent assis devant sa porte. Et Joe, il s'est amusé à nous faire peur en nous disant que si les enfants mouraient dans le village, c'était à cause de Joe, à cause de ce vieillard. Donc,
Et Joe on le prenait aussi pour un petit génie parce que il était plein de connaissances. Et il y avait des choses qu'il disait, mais bon, surtout qu'il était vraiment agité. Le genre d'enfant qu'on ne pouvait pas raisonner, le genre d'enfant que quand il y avait une bagarre, il se mettait devant tout le monde et puis voilà, il était bagarreur aussi. Et donc, du coup, la légende s'est établie comme ça, que c'était ce monsieur-là, ce vieillard qui tuait les enfants du village et qui abêtissait les enfants. Donc, la plupart de ces enfants, s'ils échouaient à l'école, c'était à cause de lui. Donc, un jour, ma grand-mère, elle m'envoie justement chez ce vieillard-là pour lui porter la nourriture. Parce qu'il était veuf, ses enfants n'étaient pas là, il avait qu'une fille apparemment, et il était seul. Donc ma grand-mère, par sa bonté, elle faisait ses bonnes actions, m'a envoyé un jour là-bas. J'étais seule à la maison, il n'y avait pas mes cousins et cousines, j'étais la seule. Donc elle m'envoie aller lui donner la nourriture. Donc me voici partie là-bas, mais avec beaucoup de crainte, je tremblais. J'ai attendu que mes cousines reviennent, mais personne ne revenait. Ma grand-mère me boostait vraiment, quoi. On avait tous peur de notre grand-mère. Donc elle m'a dit, il faut aller donner la nourriture à ce monsieur. Donc du coup, bon voilà partie. Quand j'arrive là-bas, toute tremblante, je le trouve dehors assis. Et je lui dis, c'est ma grand-mère qui m'a demandé de venir vous donner la nourriture. Il me dit, va déposer à l'intérieur. Et moi, j'hésite. J'hésite vraiment, je dois avoir dans les 6-7 ans, donc j'hésite vraiment à rentrer. Et il insiste, il me dit, va rentrer. Donc dans ma tête, c'est bousculé, ces trucs en disant, mais sérieux, il va sûrement me manger, il va sûrement, voilà, Joe a dit que ce monsieur, il mangeait les enfants, donc vraiment, j'ai peur. Et donc, je rentre quand même dans la maison, je dépose le plat sur l'endroit où il m'avait demandé de déposer le plat, et là, mes yeux se baladent vite fait dans la cuisine. C'était une cuisine à l'époque, les cuisines, ça faisait cuisine et chambre en même temps, c'est là qu'ils dormaient. Et je regarde au fumoir, justement, il y avait un cercueil. Mamma mia, j'ai taillé, j'ai couru comme je n'ai jamais couru de ma vie. Et je me suis retrouvée chez ma grand-mère. Je lui ai raconté ça. J'ai dit, plus jamais j'irai là-bas. Je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit, mais voilà, je vais mourir. Ma grand-mère me dit, mais tu ne vas pas mourir. Il ne tue pas les enfants. J'ai dit, si. Joe a dit qu'il tuait les enfants. Et voilà, j'ai pleuré. Et ensuite, je suis allée effectivement, quand mes cousines et mes cousins sont rentrés, j'ai raconté ça à tout le monde en disant que j'avais été chez le fameux vieillard qui mangeait les enfants parce que la grand-mère m'a envoyé. Donc j'ai raconté mon histoire. Et Dieu n'a pas arrêté de dire, oh là là, tu vas bientôt mourir, oh là là. Donc, et quelques semaines se passent et il y avait une fête au village. Donc ce jour-là, nous partions tous au village. On arrive à la fête. Et c'est comme c'était la saison sèche, donc il y a eu, je ne sais pas quelle heure il faisait, un grand brouillard, mais un brouillard épais à couper au couteau. Et donc, on n'avait qu'une assurance, c'est qu'on était avec les grands. Donc, on décide de rentrer de la fête. Et il y avait le brouillard, on ne pouvait même pas se voir à 2 mètres. Tellement le brouillard était épais. Donc, on se tenait à la queue leu. Joe devant nous, parce que c'était lui le téméraire, et nous derrière. Donc on s'attrapait, on avait fait des pagnes, on avait attaché les pagnes, et on se tenait par ces pagnes-là. Et d'autres avaient réussi à trouver un grand bois, donc ils se tenaient par les bois. Donc le grand bois, chacun tenait le bois. Donc comment dire, on se suivait à la queue leu. À un moment donné, il y a Joe qui crie là-bas, il y a quelqu'un, il y a un fantôme. Donc on s'arrête. Et puis là, dans le brouillard, on voit une forme, quelqu'un mais de très, très, très grand.
Parce que je vais rappeler un truc, c'est que ce vieux-là, on l'a jamais vu marcher, jamais s'il n'est pas assis devant sa maison, donc quand il était devant sa maison, on contournait, on faisait le tour, on traversait la route, on allait de l'autre côté pour ne pas passer devant sa maison. Ou vraiment, on contournait, et puis ce jour-là, on voit un grand comme ça, devant nous. Ma mamie, on a fait taillot dans le brouillard. On est allé dans tous les sens. Ça criait et on était paralysés. Donc nous, les plus faibles, on est tombés, on était paralysés, allongés par terre. Et il y avait une espèce d'atmosphère qui a fait en sorte que on était dans un état pas possible. Donc Joe, c'est lui qui est parti le premier à aller avertir mon oncle pour venir nous chercher. Mon oncle était celui qui faisait peur à tout le village. Il allait vite chercher mon oncle pour venir nous chercher parce que nous tous, on était allongés par terre. C'est comme ça que quand mon oncle est venu avec le fusil, il a tiré le fusil en l'air et le truc a disparu dans le brouillard. Le lendemain, tous les enfants à la rivière pour aller nous laver. Et mon grand-père est parti parler à ce monsieur-là pour qu'il arrête ce qu'il avait l'habitude de faire et qu'il fallait surtout ne pas toucher à ses petits-enfants. Voilà. Donc, depuis ce jour-là, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On a demandé à notre oncle de nous faire une route derrière de la maison qui faisait le tour de la Hambrousse et on allait sortir de l'autre côté. Donc, on ne voulait même plus passer devant la maison de cet homme et on devait contourner la maison derrière derrière les champs de bananiers pour pouvoir aller à l'école. Voilà, cette histoire-là me fait traumatiser à l'époque et je me suis rappelé de ça parce qu'en écoutant les histoires, je me dis, tiens, je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Voilà, donc on se disait, non, c'était fait peur pour rien. Et puis les années passent, on oublie ça, mais en réalité, c'est des choses qui ont réellement existé. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 4e histoire. DMG, bonjour. À toute la communauté DMG, à la team DMG, je viens vous dire bonjour. Alors moi, je viens vous dire mon histoire depuis le Congo-Brazzaville. Je vais me prénommer Georges pour la circonstance. Et la concernée, je vais la prénommer Agassi. Alors, je disais tantôt que je suis du Congo-Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville, la population est bantou. Un peu comme dans beaucoup de pays de l'Afrique centrale. Chez vous, au Cameroun, au Gabon, en RDC, en Angola, un peu partout. Et donc, moi j'ai rencontré une fille il y a quelques années. Une fille qui m'avait plu, bien évidemment. Je m'étais donc rapproché, j'ai fait la drague classique. Et nous avons commencé à vivre une histoire d'amour avec cette dernière, Agassi. Mais les choses sont allées très vite. Moi, je suis plutôt du genre à ne pas rester debout dans les coins de rue, surtout quand il y a les moyens de me faire respecter et d'accorder du respect à la fille aux yeux de ses parents. Et donc, j'ai proposé vite fait à la fille de devenir ma femme. J'ai dit, je ferai de toi ma femme. Et les choses sont allées vite, il y avait les moyens, je crois que c'est en moins d'un an, excusez-moi, autour de 6, 9, sinon un an pile, que nous sommes passés à l'acte, puisqu'entre-temps j'avais déjà envoyé le courrier avec ma famille, et donc la famille se trouvant à Brazzaville, la quasi-totalité de sa famille paternelle et maternelle se trouvant à Brazzaville. Et donc il fallait quitter la capitale économique, qui est Pointe-Noire, pour aller sur Brazzaville. Dieu merci, j'avais été accompagné par des ex-collègues, amis et connaissances. Nous sommes arrivés à Brazzaville, on a célébré le mariage coutumier. Mais là, vous savez, en Afrique,
Et au Congo, il y a toujours des, on va dire, je ne sais pas s'il faut les appeler médiateurs, sinon des conciliateurs qui sont là, mais au Congo, on les appelle les Nzonzi, qui sont là pour permettre aux deux familles de, de discuter et de conclure ce qui a été dit dans des différentes correspondances. Et le mien, qu'on avait trouvé sur place à Brazzaville, qu'on ne connaissait pas, ils vendent leurs prestations. Le mien, et très souvent, ils demandent l'histoire de la personne. Bon, donc le mien savait que je travaillais dans une des grandes sociétés de la place. Et il a commencé à me vanter. Oui, mon enfant est venu ici, il va tout donner en pétrole. Pourquoi pétrole? Parce que Pointe-Noire, c'est la capitale de l'or noir. Et donc, il dit, nous sommes assez bien préparés, il va tout donner. Tout ce que vous avez demandé, vous aurez ça. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que le côté paternel, pour cette dot-là, avait voulu se conformer et s'est toujours conformé par rapport à l'exigence, par rapport à la demande de l'État pour cet événement. L'État, selon la loi congolaise, ne demande que 50 000 francs au marié. C'est-à-dire que le marié que j'étais devait verser une dot de 50 000 francs. Et c'est ce que le papa avait demandé. Parce que c'est un monsieur ordonné, carré. Pour lui, mes filles, je ne les vends pas. C'est d'abord le bonheur de mes filles. Et voilà, le reste, ça vient derrière. Déjà que la liste des objets à donner était salée, normal, hein, du côté de cette ethnie, dont je suis aussi ressortissant à 50% de par mon côté paternel. La dot n'est pas une petite messe à faire. Et surtout que la fille était belle, elle était allée à l'école, elle travaillait en plus, et donc on ne pouvait pas me la donner moins cher. Donc voilà. Mais le papa a dit, c'est une tradition chez nous. Moi, nous marions nos filles parce qu'il y a que 2 messieurs dans cette famille-là. Le reste, c'est des sœurs. Et donc, ils avaient mis en place un petit accord qui fait que quand c'est ta fille aînée, c'est toi qui prends la dot. Et suivant l'ordre, c'est le frère qui peut prendre la dot de sa fille comme de sa nièce. Et donc, sur ce coup, le coup de ma dot, c'est le petit papa, donc le petit frère du père biologique de celle qui allait devenir ma femme, qui devait prendre la dot. Malheureusement, son grand frère, qui était le père biologique, n'était pas là. Il était en Europe pour des besoins de santé. Donc la dot s'est passée, mais la famille maternelle, elle ne voulait pas de 50 000. Elle voulait bien plus que ça. Je vous ai dit, du côté de cette ethnie, ça ne pardonne pas. Mais le père, bien que dans la partie sud de mon pays, que la société soit plutôt matriarcale, c'est toujours le père qui fixe les conditions. Et donc le père avait dit à sa belle famille, moi, je suis le père, j'ai demandé 50 000 francs. Vous ne pouvez pas demander bien plus que ce que j'ai demandé. Ce que je vois là, c'est pas ça. Je vais vous concéder une petite augmentation de 50 000 de plus. C'est tout. Donc on s'arrête à 100 000. Vous ne demandez pas plus que ça. Et donc finalement, à contre-cœur, cette famille avait pris 100 000 francs. Ça va être un tout petit peu lent, mais malheureusement, je dois vous donner tous les détails. Donc fini, nous sommes rentrés à Pointe-Noire.
On continue de vivre notre histoire. Mais je dois vous dire qu'avant de faire cela, j'avais remarqué, je parle donc de la dot, j'avais remarqué qu'il y avait un souci dans notre couple. C'est-à-dire que j'étais en train de perdre ma puissance sexuelle. Et à la limite, on était quasiment en froid de ce côté-là, côté sexuel. Il se passait quasiment plus rien. Et donc je me suis dit, connaissant cette ethnie, c'est peut-être parce que le monde, sa famille a appris qu'elle avait quelqu'un véhiculé, avec une bonne condition sociale, qu'on veut nous emmerder. Et donc, puisque elle me plaisait, je voulais vivre avec elle. Et surtout qu'à l'époque, j'avais la très forte envie d'avoir un enfant. Je dis, c'est la bonne personne avec qui je veux faire cet enfant. Sans oublier que j'avais déjà mes 2 enfants du précédent mariage. Je signale en passant, pas sans oublier. Et donc, voilà, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, en faisant, on va nous laisser tranquille. Donc, j'ai fait. Mais on a continué de vivre. 1 an après, nous vivions toujours. On a continué de connaître le même souci. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, après, ça devient inquiétant. Vous qui avez toujours été viril, vous perdez votre virilité. Et encore pour une fille qui a été à l'école, qui en plus était infirmière de bloc opératoire, qui a été en Europe, qui a toujours fait ses achats au grand supermarché de la ville. Sentir mauvais au niveau de son sexe, c'était pas intéressant. Mais je vous dis, c'était les mots me manquent, mais elle avait son sexe pué dans une décharge de poubelle, quoi. Voilà. Et ça, c'était quelque chose dont on ne comprenait pas. Et à chaque fois que je voulais l'approcher, je perdais ma virilité. Ah non, ça devenait inquiétant. Je dis, je vais voir ailleurs, je vais essayer. Et je vais dehors, je suis viril, bien viril, comme... je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je l'aimais, je ne pouvais rien lui cacher. Je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, moi j'étais trompé en allant dehors, mais je suis bien viril. C'était en fait pour tester ma virilité. Je suis bien viril, je connais mes capacités sexuelles, et je connais ma virilité, je connais mon corps. Mais comment ça se fait que cette histoire commence à durer? Le temps est passé. Mais, entre-temps, tous les matins, on ne pouvait pas laisser le monde comprendre ce qui se passait chez nous. Et donc, je l'accompagnais, je laissais l'enfant à l'école, je la laissais au travail. Puis, moi, j'arrivais travailler. Le soir, je ramassais tout le monde, voilà. Ah non, c'était toujours inquiétant. J'ai essayé pour une 2e fois dehors. Pareil, toujours viril. Je suis revenu lui dire, maman, il y a un problème. Parce que là, j'ai essayé avec une autre personne. Mais je suis viril. Comment ça se fait qu'avec toi, quand je vais t'approcher, je perds ma virilité, ton sexe sent toutes les odeurs du monde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis arrive un moment, histoire de grossesse. Ah bon, d'accord. Moi, j'avais une carte sanitaire. J'avais une carte au niveau du boulot. Une prise en charge. Bon, donc elle est prise en charge parce qu'à l'époque, elle était encore en CDD. Et donc ma famille commençait déjà à me mettre la pression. Mais comment ça se fait qu'on a dépensé? Et puis, bon, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un enfant. Je dis, histoire de protéger madame. Je dis, écoutez, elle est en CDD. Si elle tombe enceinte maintenant, elle va se faire virer. On a besoin qu'elle ait au travail parce qu'elle participe aussi. Il n'y a pas que moi qui supporte les charges ici. Voilà. Donc, vous êtes mes parents, je ne crache pas sur vous, mais bon, ça me concerne. Et donc voilà, c'est l'hôpital, clinique privée, où où ma société avait une prise en charge. Et finalement, la clinique privée dit, ça dépasse nos compétences, il faut aller à un des grands centres de la ville.
donc un centre étatique. Nous sommes donc allés au centre hospitalier de Luandjili. C'est le deuxième grand hôpital, on va dire. À l'époque, il y avait que deux. Il y avait l'hôpital Adolphe Cissé et il y avait Luandjili. Nous sommes allés à Luandjili. Entre-temps, nous avons fait nous avons passé des examens pour savoir ce que c'était. Mitigé. Grossesse pour d'autres laboratoires. D'autres non, c'est pas une grossesse. Et finalement, le médecin qui, qui l'a suivi là-bas m'a demandé à la demande de sa mère, parce que le médecin dit qu'il faut l'intervenir. Sa mère dit, on fait savoir à sa mère dit hors de question, parce qu'elle aussi était infirmière à Brazzaville. Sa mère dit hors de question, moi je connais des grands médecins ici, vous m'envoyez ma fille, on va s'en occuper ici. Le médecin me dit, je rencontre le médecin me dit, dans son état, si elle monte dans l'avion avec des trous d'air, tout ça, un danger peut arriver. Donc, demande à sa famille de te décharger, toi, pour que tu te protèges. J'ai dit à sa mère a dit, ok, d'accord, elle s'engage. Je la mets dans l'avion, elle arrive à Brazzaville, on la récupère, et puis, il se passe 2 semaines, entre-temps, on s'appelle tous les soirs, oui, comment, chérie, tout ça. Non, mais nous étions à l'hôpital, et puis finalement, là, ce matin, il y a une boule de sang qui est sortie. Elle n'était même pas hospitalisée à Brazzaville. Il y a une boule de sang qui est sortie de mon corps. Une boule de sang, comment ça? Comprenez tout de suite là que l'enfant, faut oublier, hein, s'il y a une boule de sang qui est sortie. Mais boule de sang, comment? T'as pas filmé? Non, j'ai pas filmé, tout ça. Ok. Les jours passant, elle revient sur Pointe Noire. Bah, c'est comme si c'était rien passé. On n'a jamais eu cet enfant. Jamais. Mais la situation sexuelle était toujours délicate. On ne se rencontrait pas. On était déjà 1 an, figurez-vous. Jusqu'à ce que, bon, elle décide, jusqu'à ce que ma tante arrive avec mon oncle, me disent, bah, faut qu'on aille regarder cette histoire. Vous savez que nous sommes en Afrique. Hein. On a beau essayer de ressembler ou de changer nos mentalités. C'est dommage malheureusement parce qu'on tend beaucoup plus vers tout ce qui est européen alors que nous sommes africains. Donc, nous sommes allés voir une dame qui... Est-ce que c'est une bergère? Non, on va dire c'est une femme qui prie tout simplement parce qu'elle n'avait pas d'église. Mais elle est de l'église protestante. Elle reçoit les gens chez elle. Donc une voyante, on va dire. Qui a des visions, qui prophétise. Voilà. Et cette dernière nous a dit, elle connaissait ma tante, hein, parce que moi je suis orphelin de père et de mère depuis fort longtemps. Et à cette dame de dire à ma tante, mais, grande sœur, mais là vous faites le pompier après la mort, là, après l'incendie. Là. Vous avez mis la charrue avant les bêtes. Bah, cette fille, il ne fallait pas l'épouser. C'est une femme de la servitude. Elle est belle, oui, d'accord, mais elle est, pour sa famille, elle doit ramener les sous. Donc elle ne doit pas être dans un ménage. Voilà. Ben, vous êtes allé, vous n'avez pas fait ce que les parents faisaient hier, c'est-à-dire que quand on aimait une fille, on menait une enquête au niveau du quartier, on demandait qui était cette fille, quels sont les antécédents spirituels ou de sorcellerie de sa famille, avant de s'engager. Vous êtes allé et puis vous venez après pour dire on veut savoir. Non. Et même votre enfant doit se séparer de cette fille avant la fin de l'année. Nous sommes en octobre. Avant la fin de l'année, parce qu'autrement, c'est lui qui connaîtra la difficulté de procréer, pendant que lui n'a pas de soucis. Mais ça sera fait de façon à masquer le fait que leur fille ne peut pas donner d'enfant. Ça passe. Je viens, je dis à madame, ah maman, il faut vraiment qu'on se lève dans la prière, parce que là, c'est chaud. Hein.
c'est vraiment chaud, 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 chaud. Si on ne se lève pas, ça va être compliqué là. Puis mon grand frère vient me prendre, le temps passant, le grand frère vient me chercher, m'emmène voir un autre monsieur. Et m'emmène voir une autre personne plutôt. Nous allons voir la personne, et la personne me dit, 3 mois après, nous étions avant octobre. Donc, septembre, non, mai, juin, juillet. Non, juillet, août, septembre. Voilà, c'était, ouais, juillet, août, septembre. Et ce monsieur-là dit la même chose que la dame avait sorti. Et le monsieur me dit, il faut vraiment te séparer de cette fille-là, sinon on va te gaspiller sexuellement. Ah, ça devient inquiétant. Mais, en même temps, la fille, je l'aimais. Dieu, que nous prions, sachant faire les choses, il passe par la fille et la fille me convoque. Elle me dit, chérie, le soir, il faut qu'on s'asseye, qu'on discute. Bon, voilà, je suis disposé. On s'assoit, on discute. Dis-moi. On va discuter, je suis là. Non, mais tu te rappelles que quand on s'était connus, je t'avais dit, le jour du mariage, il y aura tout le grand monde. Mais si un jour on a des soucis, écoute, ça ne sert pas que le monde soit autour de nous. Moi, je suis dans l'incapacité de te donner un enfant. Je sais que tu meurs grave d'envie d'avoir un enfant. Tes 2 premiers sont en train de grandir. Mais moi, je suis dans l'incapacité. Et pour faire un enfant, il faut qu'on se rencontre sexuellement. Mais nous ne nous rencontrons plus sexuellement. Donc voilà, moi j'ai décidé qu'on arrête tout. Je dis, bah Seigneur, mais tu es merveilleux. Mais c'est une fille que j'aime. Et j'ai du mal à lui dire, il faut qu'on se sépare là. À cause de cette situation. Mais comment tu peux passer par elle pour que finalement cette histoire arrive? Je dis, bah écoute chérie, si c'est ce que tu as retenu, si c'est ce que tu as décidé, bah écoute, moi je suis d'avis avec toi, contre ma volonté, mais là, sur le coup j'étais quand même hypocrite là. Je dis contre ma volonté, mais on y va. Et j'ai dit, bah écoute, c'est pas facile pour une fille de s'installer, parce que moi à l'époque quand je l'ai connue, elle était chez sa sœur, au centre-ville de Grenoble. Je dis, bah écoute, tu vas aller dans la location, moi je te laisse prendre tout ce que tu veux prendre dans la maison. Vas-y, déjà le lit, tu le prends. Tu prends le lit, tu prends le matelas, parce que vous savez comment ça se passe en Afrique. Hein. Très souvent, celle qui va venir remplacer va dire, ah non, 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 moi ce lit-là, je ne l'utilise pas, c'est ce que tu utilises avec l'autre, tout ça. Le matelas, pareil. Donc voilà, je dis, le lit, matelas, tu prends, tu vas avec. Après, tu regardes ce que tu veux prendre dans la maison. Moi, ça marchait bien pour moi. Donc je pouvais me racheter tout ça. Voilà comment elle quitte la maison, elle, elle a trouvé une maison de location. Et des mois après, bon, les gens, ils aiment toujours s'intéresser de ce qui ne les regarde pas. Les gens viennent me rapporter que oui, elle est désormais avec quelqu'un qui vit en Europe, qui est là, qui s'occupe d'elle, tout ça. Elle est même enceinte de ce monsieur. Je dis, bravo, c'est bien, bravo. Si l'autre a pu lui donner ce que moi je cherchais et ce qu'elle aussi cherchait, parce que je vous dis en passant que cette situation la dérangeait aussi. Hein. Chaque soir, il arrivait des fois, dans la nuit, elle se réveille, où moi je viens la trouver en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Non, mais c'est nul, on ne peut plus se rencontrer sexuellement. Moi aussi, j'ai bien envie d'avoir un enfant. Je vois comment sont tes enfants, ils sont beaux. J'imagine qu'avec moi aussi, on fera des beaux enfants. Mais donc j'étais en train de la consulter de tout le temps. Et jusqu'à ce une fois, elle a pris ses vacances, elle est partie au Maroc. Elle est rentrée. Elle a, on a profité de faire quelques examens au Maroc, parce que bon, on avait quand même des doutes pour ce qui se passait ici. Le Maroc, on nous a mis sous traitement. Mais j'avoue que je n'étais pas motivé pour ce traitement, parce que moi, je savais que si j'allais dehors, là, un coup, une flamme, je mettais une femme enceinte. Mais bon, moi, je suis plutôt un mec du genre,
Je suis plutôt un mec du genre à rester carré, quoi. C'est-à-dire faire 1000 enfants avec 1000 femmes, c'est pas mon truc. Je n'aime pas ça. Et d'ailleurs, entre la séparation de la mère de mes enfants, elle qui est passée entre-temps, et moi, jusqu'aujourd'hui, je ne suis qu'à 2 enfants que j'ai connus. Mes 2 premiers enfants que j'ai eus avec celle qui avait été ma femme avant. Donc, je, 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 je suis pas de ce genre. Voilà. Donc, finalement, on apprend qu'elle n'a plus eu cet enfant. Je dis, c'était une grossesse ou pas une grossesse? Bref, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, elle est loin du Congo, très loin du Congo. Elle est dans un autre continent, avec quelqu'un d'autre, pas avec le même, avec quelqu'un d'autre. Elle a refait sa vie. La dernière fois que je l'ai eue, ça fait des années, elle m'a dit que tout allait bien, sauf que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas toujours d'enfant. Voilà. Donc moi, je viens vous dire, par cette histoire, que nous avons perdu certaines habitudes africaines. Je pense que nous devons renouer avec ça. Et surtout demander la volonté de Dieu, faire sa petite enquête. Parce que le titre que je veux donner à mon histoire, c'est La vilaine dot. C'est quand vous faites et que derrière les gens ne sont pas d'accord, je pense que les sorciers de cette famille, parce que c'est prouvé, sinon il n'y a aucune raison qui va nous démontrer qu'elle ne savait pas nettoyer, qu'elle ne savait pas faire son bain intime. Non. Quand je l'ai connue, il n'y avait pas ça. C'est quand elle se met avec moi qu'elle connaît ça. D'accord? Donc c'était une histoire de sorcellerie, ça. Voilà. Moi, je suis cartésien, mais je n'oublie pas d'où je viens. Je suis africain. Voilà. Nous avons nos réalités en Afrique, comme les Occidentaux aussi ont leur réalité. D'accord? Et malheureusement, beaucoup de gens sont en train de s'éloigner de la réalité du continent. Donc moi, c'est une vilaine dot. Et je pense qu'à cause de l'histoire de la somme qui devait être versée, qui n'avait pas, enfin, qui a été versée, mais pas leur goût, parce que le papa n'est pas un anarchiste, c'est un monsieur qui se conforme aux règles et surtout croyant. Le papa est beaucoup croyant, il prie et il a épousé les autres cousines, oui, les cousines avec cette même valeur. Aujourd'hui, ces ex-belles-sœurs sont tranquilles dans leur foyer. Tout marche bien. Et même une d'elles avait été à l'école avec moi. Je ne savais même pas. C'est après la dot qu'on s'est rencontrés. Bah écoute, tu es maintenant avec ma petite sœur. Nous avions été à l'école au collège. Bref, les autres sont bien. Il n'y a jamais eu de soucis. Elles sont mises au monde. Mais avec elles, d'accord. Donc voilà, restons africains. La morale de l'histoire, c'est celle-là. Et surtout, demandez toujours la volonté de Dieu avant de vous engager. Voilà. C'est très important parce que je allé mettre les pieds là où il ne fallait pas mettre, là où il ne fallait pas les mettre. Et j'en ai pris pour mon compte. Voilà. À la team d'MG, je vous dis de partager, de liker et de faire très attention. Parce que comme on dit, c'est devenu un peu la devise de la team. Le dehors est risqué et ça craint dehors. Voilà, au revoir. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour, bonsoir, vous allez bien j'espère. Bolo Samba à tous, Bolo Samba d'IMG TV. Aujourd'hui, l'histoire que je viens vous raconter, c'est la calebasse qui parle. C'est l'histoire de mon oncle qui n'est plus de ce monde. Que Dieu ait ton âme, tonton, et permets-moi de raconter ton histoire pour édifier ceux qui en ont besoin. Mon oncle-là avait une vie terrible. C'était un personnage haut en couleur, comme on dit. Il avait un travail, c'était un très bel homme, mais son problème, c'était les femmes. Et il avait plusieurs enfants de mères différentes. Il n'y avait qu'une qu'il avait quand même fait 2 enfants avec.
Et le reste, là, c'était peut-être 8. Chaque mère avait son enfant. Donc, c'était ça. Et voilà, c'était un bon tonton, il était gentil, il était adorable, malgré son défaut là, qu'il aimait trop les femmes. Et même moi, avec moi, c'était toujours ça. Quand il me voyait avec une de mes copines, il voulait toujours faire les signaux, mais moi je l'arrêtais toujours que non, tonton, arrête, c'est ma copine. Toi, tu as tous les atouts pour avoir les femmes que tu veux et tout. Et toujours, c'était ça, sa vie qu'il menait. Et je lui disais toujours, même un jour, que tonton, pourquoi tu ne te maries pas? Oh non, vous les femmes, vous êtes des casse-pieds. Au début, vous êtes douces, gentilles, bien. Après, vous devenez des tigresses. Alors que c'était lui le vrai bandit, le vrai bourreau de cœur. C'est comme ça, dans sa best life, qui se voyait tout puissant, dans sa ligne de mire, il vise maintenant la femme de son voisin. Un couple étranger, réputé pour le vaudou. La femme, comme on ne peut pas juger, elle a vu que c'était bien. Donc, ils étaient maintenant là, ils sortaient ensemble. Et la femme, comme elle avait sa copine aussi dans le quartier, sa copine là la couvrait partout où elle allait rencontrer mon oncle là. Donc, la copine lui servait de couverture. C'est comme ça, le mari, comme il était forestier, donc il était souvent absent pendant plusieurs jours. Entre-temps, il avait tchangué sa femme, qui elle ne savait pas. Il avait vu un marabout, qu'il avait travaillé une calebasse remplie de gris-gris, qu'il avait mis sous leur lit, positionné du côté où la femme pose la tête. Donc le genre de lit qu'on couvre comme une bassine comme ça, lit bateau. Donc, c'est comme ça maintenant, quand la femme s'endort, le mari est là, il récite ces 2 versets, il commence maintenant l'interrogatoire. Tout ça pendant que la femme est profondément endormie. Tu as fait quoi quand je n'étais pas là? Tu étais où? Avec qui? En ton absence, j'étais avec ma copine. On a bu, on a mangé, on a dansé, accompagné de mon amoureux. Ton amoureux? Depuis quand? Oui, il est beau, il est grand, on s'aime. Comment il s'appelle? Il s'appelle tel. Il habite où? Juste à côté. Il tombe des nues. Il est là, il cogite. Au réveil, il est furieux. Donc il est là, il commence à parler à sa femme, voilà, comme un homme qui aurait surpris sa femme comme ça, en flagrant délit. Mais la femme est là, elle est perdue, elle sent que maintenant, c'est vrai, mais il a fait comment pour savoir? C'est comme ça, elle va maintenant voir sa copine. Attends, toi je te prends pour ma copine, donc tu es même comme ça. Je te raconte mes secrets, tu vas tout balancer à mon mari. Tu fous mon foyer en danger. Comme tu n'en as pas, tu veux qu'on soit pareil. L'autre jure que c'est pas moi ou je ne sais pas de quoi tu me parles. En plus, elle nie même. Non, mais tu es vraiment une sorcière. En tout cas, tu n'es plus ma copine. Adieu. Elle est là maintenant, le mari aussi. Il fait comment? Il ne laisse pas. Donc, il va voir son marabout. Il y a un cafard là qui veut m'arracher la femme. Détruis-le. Donc, mon oncle là, il commence maintenant à tomber malade. Comme ça commence par les pieds s'enflaient. Donc il ne portait même plus, n'arrivait plus à porter les chaussures fermées. Il portait maintenant les babouches, les tons. Ça pourrissait maintenant, en tout cas c'était vraiment bizarre. Donc il n'allait même plus au boulot, on l'avait donné les congés de maladie. Il était maintenant là cloîtré chez lui, à faire des soins, mais que la situation s'aggravait à vue d'œil en fait. Donc il maigrissait, il avait perdu l'appétit et tout, il vomissait maintenant le sang. Les parents aussi maintenant ont commencé à paniquer, puisqu'ils avaient déjà tout fait, ils ne trouvaient pas gain de cause en fait. Donc une énième fois, à l'étape qu'il était, qu'il vomissait déjà le sang, ils l'ont pris, ils l'ont amené chez un ganga. Le ganga leur dit, mais comment vous pouvez m'amener quelqu'un qui est déjà mort comme ça? Hein? Il a traîné avec la maladie, il a duré avec ça, et là où il est parti toucher là-bas, c'était un truc intouchable. Hein? Même si vous me l'avez amené à temps, il ne se serait pas en sorti. Donc c'est comme ça, Longanga dit, bon, ce qui est là maintenant, c'est qu'il faut qu'il avoue, au moins pour aller en paix. Et c'est comme ça, il avait avoué que oui, voilà ce que j'ai fait, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à l'histoire maintenant de la calebasse qui parle, était sortie.
dans les visions du Nganga et tout. Maintenant, le Nganga dit, bon, ben, bonne traversée, hein, il n'y a que ça que je peux te dire. Vous aimez trop chercher maintenant, assumez vous-même vos conséquences. Et c'est au retour maintenant sur le chemin que mon oncle n'était même pas arrivé chez lui, il était mort en chemin dans la voiture. Voilà, donc c'était ça la triste histoire que je tenais à vous raconter aujourd'hui. Et la moralité ici a plusieurs conceptions, dont le marabout, son client, l'homme pris dans l'engrenage du sexe et l'infidélité commise par la femme. À vous de dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Merci encore de m'avoir écouté. Merci à vous de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci à DMG TV. Gros bisous, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou, bonjour DMG, j'espère que tu vas bien avec la grâce de Dieu. Bonjour la famille DMG. J'ai une petite histoire que j'ai vécue personnellement, donc je voulais la raconter. Et l'histoire en question, c'est je travaillais dans une boîte et là un soir il y a un client qui rentre et quand le client il rentre et automatiquement il vient, il était un peu seul quoi, il vient s'asseoir et là les collègues essaient un peu de s'occuper de ce client. Et là le client il demande qu'il veut que je vienne, voilà, il vienne rester avec lui, donc à côté. Je dis ok, la collègue vient me trouver, elle me dit non, le client voudrait que tu viennes nous rejoindre s'il te plaît et tout. Je dis il n'y a pas de souci. Et là je vais trouver le client. Et là, voilà, il me dit bonjour, on commence à se présenter. Et là, le client, il me dit, wow, il me fait, genre une tête il me regarde comme ça, puis il me dit, quand je suis rentrée là, j'ai vu comme quelque chose qui m'a aveuglée. Donc la lumière qui m'a aveuglée. Moi, personnellement, moi, quand quelqu'un me dit ça, dans mon cœur, là, c'est noir. C'est que c'est trace, quoi. C'est mort, quoi. Il n'y aura rien. Parce que mon cœur, tout de suite, me dit, cette personne vient avec des très mauvaises intentions. Il ne te regarde pas normal, il te regarde d'un autre côté. Donc, tout de suite, pour moi, je sais que c'est mort. J'essaie maintenant de mettre le client à l'aise. Donc, juste de passer une bonne soirée. Et le client commence à nous allumer le champagne. Allumer le bois. Jusqu'à un moment, il dit non, bon, il va rentrer et tout. Et puis, il va payer la facture. Et il dit, je vais payer dans la voiture. Est-ce que tu peux m'accompagner? Et tout. Je demande la permission au chef et tout. Il dit, il n'y a pas de problème, il va chercher les sous et tout. Je pars, je vais chercher les sous. Il monte dans la voiture, il était avec sa personne. Sa personne, il était au volant. Et là, lui, il était derrière. Et quand il sort comme un sac rempli d'argent. Un sac rempli d'argent. Il me donne ce qu'il devait et puis il me donne un pourboire de 150 000. Moi, je suis contente. Moi, je suis contente de ça. Il me donne son numéro, il me dit, bon, de toute façon, on s'appelle. Je dis, il n'y a pas de souci, on s'appelle. Et là, moi, le soir, pour le boulot, je rentre chez moi. Il fait 2 semaines, le client revient. Et quand il revient, il me dit, toi, tu ne m'as même pas appelé, rien, même pas un message. Hein? Tu es méchante, hein? Après, il me dit, moi, quand je fais ça à certains endroits où je vais, la fille va inventer une histoire pour venir me rejoindre. La fille va m'appeler le même soir. Donc, toi, rien. Là où je dis non, excuse-moi, tu sais, j'étais occupée. Tu sais que le boulot qu'on fait là, c'est pas facile. Tu es fatiguée et tout. Donc, j'invente toute une histoire. Et le même soir, quand il revient, non, il nous allume encore avec vraiment la soirée, quoi. Il paye à boire, il nous gâte encore, toujours encore les pourboires. Il est venu encore comme ça, peut-être 2, 3 fois comme ça.
Jusqu'à un jour, je suis à la maison comme ça et là, mon cœur me dit, donc je me préparais pour préparer mes vêtements pour le boulot et tout. Donc j'étais en train de chercher mes vêtements, voilà, me préparer pour l'heure, pour aller au boulot. Et là, le cœur me dit, tu auras une visite ce soir. Quelqu'un viendra te rendre visite ce soir. Mon cœur fait bam. Et le cœur me dit, tu as un petit haut là. Tu as un petit haut ici, en forme de serpent. Donc boa quoi. Un beau petit haut, juste pour porter en bas quoi. Il me dit, le cœur me dit, prends ce haut là, porte en bas et tu mets un autre haut en haut. L'histoire là, je raconte ça à cause d'une dame qui avait raconté une histoire où on l'avait demandé de porter des sous-vêtements vraiment kaki d'une vieille quoi. Donc ça m'a tout de suite rappelé cette histoire. Et l'histoire me dit de mettre le haut juste en bas et de porter un autre haut en haut. J'ai dit ok. Et là, la soirée, j'ai déjà eu peur. Pourquoi mon cœur me dit ça? C'est bizarre. Et j'avais un peu peur. J'ai dit bon, j'ai pris la course. Je suis allée au boulot. Toute la soirée, j'étais là. Au début de la soirée, je pensais à ça. Je me suis dit, c'est qui? Jusqu'à même, j'ai oublié la soirée lancée, les clients et tout. Et là, je vois qui venir. Je vois le monsieur qui vient. Et là, je le regarde d'un air que si mon cœur me dit ça, c'est que non, c'est pas clair. Et là, quand il vient, j'essaie de le recevoir. Comment tu vas? Je vais encore le retrouver. On continue à boire, boire. Il paie les champagnes, on boit. Je vous jure que... Vous savez, quand vous consommez, à un moment donné, vous avez chaud. Donc, vous avez chaud. Et là, j'avais déjà chaud. Et j'enlève le haut que j'avais en haut. Je vous jure que quand le monsieur a vu mon petit haut là, il a sauté. Il a tremblé. Donc je l'ai revu au coin de l'œil, puisqu'il était à côté de moi. J'ai vu comme il a sursauté. Il a tremblé, il m'a regardé comme ça. Vraiment de manière comme s'il a vu quelque chose. Non, mais d'affreux, quoi. Mais je fais comme si je n'avais rien vu, quoi. Et là, même s'il va entendre l'histoire, il sait que c'est moi qui raconte. Aïe! Et là, le monsieur part. Le monsieur est là, vraiment la soirée, il était bizarre. Ce soir même, il ne m'a pas laissé le pourboire. Il ne m'a pas laissé le pourboire. Il est parti. Et il a duré. Après ce départ-là, je n'ai plus vu le monsieur là. Même les autres collègues me demandent, mais attends, le monsieur qui venait là, qui venait nous gaspiller là et tout, des champagnes, il est où et tout? Ah, je ne sais pas où. Depuis là, rien. Je n'ai pas de nouvelles. Et là, un jour, peut-être 7 ou 8 mois après, je vois sa personne qui vient. Il rentre, il vient vers moi. Il me dit bonsoir, je dis bonsoir. Il me dit ça va? Je dis oui. Et toi, oh ça va. Je l'ai vu qu'une fois. Hein. Et là, il me dit, je lui dis, et ta personne? Il dit, bon, il était gravement malade, hein, ça va. Après que ici, il est tombé gravement malade. Ah, maintenant, ça va et tout. Ah bon, bon, je n'ai pas fait le lien. Hein. Et peut-être, voilà. Mais c'était quand même bizarre. C'était quand même bizarre. Et le gars, il est retourné. Il est juste rentré pour me dire bonjour, ça va, me regarder. Et il est parti. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, la paix. En fait, jusqu'à la personne, je ne l'ai plus jamais revue. Mais c'était maintenant du genre, bonjour, comment ça va? C'était maintenant amical, quoi. C'était plus du genre, voilà.
Donc c'était ça mon histoire. C'est pour dire aujourd'hui qu'il faut beaucoup... Bon, il faut écouter son intuition. Mais pour arriver aussi à écouter son intuition, que ton intuition ne te trompe pas, il faut prier d'abord. Il faut d'abord prier. Et il faut d'abord faire aussi des bonnes choses. Parce que des fois, le diable aussi peut rentrer dans nos cœurs pour lui dire faire ça, fais ça. Mais quand quelqu'un est dans la prière, quelqu'un prie, quelqu'un est vrai, votre intuition ne va pas vous tromper. Voilà. Donc, faites attention. Le monde-ci est dangereux. Merci et bonne soirée à vous. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. On se prend demain à 12h pour une nouvelle vidéo.